Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Éduque. Aujourd'hui, nous revenons sur ce qu'a été la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Et puisque nous parlons de l'éducation, qu'en est-elle en temps de crise? Jacques Tchimbalanga répondra aux questions des Focus sur l'éducation. Bonjour. Bonjour madame. Alors, monsieur Jacques Tchimbalanga, vous êtes le coordonnateur de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, Connect RDC. Aujourd'hui, nous parlons de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, ce qu'a été cette semaine qui vient de passer. Qu'est-ce que la Semaine mondiale d'action pour l'éducation et pourquoi est-elle importante? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que les dirigeants du monde, presque les pays de la planète Terre, se sont retrouvés d'abord à Jomtien, ensuite à Dakar en 2000, pour mettre en œuvre l'éducation, étant donné que tout le monde avait constaté à travers le pays, à travers les pays, à travers le monde, qu'il y avait une crise de l'éducation. Et cela a retenti. Ce qui fait que les dirigeants qui se sont retrouvés d'abord à Jomtien se sont dit que nous devons nous engager à promouvoir l'éducation, à faire en sorte que l'éducation soit accessible à tous et à toutes, à faire en sorte que cette éducation de qualité permettent finalement, parce qu'ils ont pris conscience que pour surmonter les crises qui retentissent à travers le monde, il est question de promouvoir l'éducation. Et ils ont pris à cet effet des engagements. Et ces engagements ont été coulés d'abord par ce qu'il convient d'appeler les objectifs de l'éducation pour tous, qui d'abord avaient commencé en 1990, puis finalement a été évalué en 2000 à Dakar et ils ont trouvé que les avancées étaient trop maigres. Ce qui fait qu'ils ont reconduit ces objectifs pour 15 ans encore, à l'échéance 2015. Et en 2015, une évaluation a encore été faite et ils se sont dit, mais écoutez, les problèmes, la crise de l'éducation persiste. Et cela nécessitait qu'il y ait d'autres actions plutôt que de se limiter au niveau primaire, plutôt que de se limiter aux pays du tiers-monde. Il faut élargir les actions aux autres pays, même aux pays du Nord. Et ce qui fait qu'en 2015, l'évaluation qui a été faite a prouvé qu'il fallait d'autres actions beaucoup plus concrètes. Et ils se sont donné encore des échéances jusqu'en 2030 pour promouvoir l'éducation. Mais pour ce faire, de son côté, de leur côté, les organisations de la société civile à travers le monde et les institutions telles que l'UNESCO et autres, surtout les organisations de la société civile, se sont dit, ben écoutez, il faut de temps en temps rappeler à nos gouvernements les engagements qu'ils ont pris, parce qu'il y a des gouvernements qui prennent des engagements, mais ce qu'on appelle, on prend des engagements pour contenter la communauté internationale, mais sur terrain, il n'y a aucun effort qui est fait. Alors, pour faire en sorte que le gouvernement pousse davantage, aille davantage vers ces réformes et que les progrès soient visibles, les organisations de la société civile, les défenseurs de l'éducation, ceux qui promeuvent le droit à l'éducation, se sont dit, nous devons nous donner un rendez-vous chaque mois d'avril, pour rappeler aux dirigeants du monde l'engagement qu'ils ont pris de promouvoir l'éducation. L'engagement qu'ils ont pris de faire en sorte que l'éducation soit de qualité. L'engagement qu'ils ont pris pour que le droit à l'éducation soit une réalité. C'est ça le sens de la Semaine mondiale d'action, qui est une campagne d'abord mondiale, mais qui est contextualisée selon les pays, menée par la campagne mondiale pour l'éducation, dont est membre la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. La campagne mondiale pour l'éducation, c'est une fêtière, c'est une organisation mondiale des défenseurs de l'éducation, et la Coalition nationale est membre aussi bien de la campagne mondiale pour l'éducation
du réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous. Et à ce titre-là, l'organisation de cette campagne est confiée à la Coalition nationale pour l'éducation pour tous pour la mener au niveau national et donc rappeler les dirigeants au niveau national que vous avez pris des engagements et que ici, là, il y a également une crise persistante. Et cette année, je vais peut-être anticiper, cette année, les organisations ont convenu que le thème, la thématique principale devrait être l'éducation en situation d'urgence. Parce que, pas seulement en RDC, mais ici et là à travers le monde, l'éducation est impactée par les conflits, les catastrophes, les crises, les épidémies, ce qui fait que les gens se déplacent. Et les premières victimes, ce sont les enfants, les filles, les femmes, beaucoup plus les enfants à l'âge scolaire. Voilà le sens justement de la Semaine mondiale d'action. Et cette campagne, cette année, s'est focalisée sur l'éducation en situation d'urgence. Voilà ce que je peux dire de la campagne mondiale de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Merci beaucoup, M. Jacques Timbalanga. Alors, quelles sont les principales activités organisées tout au long de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation? Comme nous l'avons dit, la thématique principale, c'était l'éducation en situation d'urgence. Mais en fait, il fallait rappeler que l'éducation sauve des vies. Donc, rappeler que nous devons protéger l'éducation en cas d'urgence. Et que même en cas d'urgence, même lorsqu'il y a une situation de guerre comme en RDC, eh bien, l'éducation ne doit pas s'arrêter. C'est en fait le thème et le slogan de cette année. Et comme vous le savez, la RDC elle-même est frappée par une crise. Aujourd'hui, il y a près de 8 millions, presque 7,7 millions de personnes déplacées suite à la crise d'abord armée qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, près de 7 millions de personnes se sont déplacées. 7 millions, c'est la population du Congo-Brazzaville, du Gabon et d'autres pays mis ensemble. C'est donc tout un pays. C'est l'équivalent de tout un pays qui s'est déplacé. Et la majorité de ces gens qui se déplacent, ce sont les enfants, mais les enfants à l'âge scolaire, des jeunes et beaucoup plus des adolescents qui sont véritablement frappés. Et en étant frappés par la crise, par le déplacement, ils ne savent pas entrer, ils ne savent pas accéder à l'éducation, ni même aux opportunités de formation. C'est en fait cela. Mais la RDC, c'est aussi entre janvier et avril 2025, près d'1 400 000 enfants qui ont été mis hors circuit scolaire, rien que dans 2 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu. Mais la crise, comme vous le savez, impacte, surtout la crise armée, a impacté l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, voire le Tanganyika avec les guerres intercommunautaires, les conflits intercommunautaires, mais ça s'est répandu un peu. Mais il n'y a pas que ça qui trouble, qui impacte l'éducation, qui fait en sorte que l'éducation soit en crise. Mais il y a aussi les calamités naturelles. Il vous souviendra qu'il y a peu, les eaux du lac Tanganyika ont débordé, les eaux du lac Tanganyika ont débordé du lit et ont détruit, l'eau a détruit les écoles, a ravagé les écoles. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des stigmates indélébiles, des écoles qui ont été englouties, déplacées. Il n'y a pas encore de réponse concrète à ce jour. Mais les inondations, c'est un peu partout. Quand vous allez aussi vers l'Issangui, mais les conflits communautaires aussi, il y en a eu aussi à la Chopo, dans la province de la Chopo. Et voilà, c'est autant de crises qui impactent l'éducation qui font qu'aujourd'hui, nous comptons près de 8 millions d'âmes, 8 millions de personnes déplacées. Nous parlons des personnes déplacées, nous ne parlons pas des personnes qui ont trouvé la mort suite à ces crises-là. Et ceux qui sont impactés, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des enfants à l'âge scolaire. C'est des écoles qui sont détruites, bombardées. C'est des écoles qui sont occupées soit par les groupes armés,
soit même par des personnes déplacées et qui au finish transforment des bancs, pupitres en bois de chauffage pour pouvoir survivre, et en occupant, ce sont les enfants des communautés d'accueil qui sont mis de côté. Mais ne parlons pas des enfants qui sont en déplacement parce qu'ils manquent de tout, même déjà de l'éducation, et ils ne savent pas survivre de cette manière-là. Donc il faut une réponse. Il faut une réponse adéquate, et nous croyons que si l'éducation est au rendez-vous, on peut sauver des vies. Si l'éducation est au rendez-vous, eh bien, on peut prévenir même des crises. On le retient sur le thème de cette édition, l'éducation sauve des vies. L'éducation, en réalité, sauve des vies, prévient même des catastrophes, peut prévenir même des conflits. Alors, atterrissons ici à Kinshasa, M. Jacques Timbalanga, à l'occasion de cette semaine d'action pour l'éducation. Qu'est-ce qu'a été les activités organisées par la CONEPT? Eh bien, la coalition pour l'éducation pour tous, c'est une fêtière. Ici, en République démocratique du Congo, les activités n'ont pas concerné que la province ou la ville-province de Kinshasa. Les activités ont été également organisées en province. Mais prenons d'abord, le premier rendez-vous, c'était le 24 avril. Et le 24 avril, il y a eu une réunion de concertation des organisations de la société civile, mais également, cette réunion a convié, à cette réunion, les hommes et femmes des médias ont également été conviés, ce qui fait que c'était un double événement. D'un côté, une réunion de concertation des organisations de la société civile pour planifier cette campagne, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, qui a porté sur l'éducation en situation d'urgence. Et les organisations de la société civile ont pris des engagements pour soutenir cette campagne, des engagements pour porter cette campagne, des engagements pour sensibiliser autour de l'éducation en situation d'urgence, des engagements pour porter la voix des enfants et des enseignants, voire pour parler au nom, pour parler en faveur de la réhabilitation des édifices qui sont détruits, pour parler également en faveur de l'application effective de la déclaration sur la sécurité des écoles que notre pays a signée, mais pour parler également en faveur de la réhabilitation du droit à l'éducation en situation d'urgence, pour que les apprentissages ne s'arrêtent pas en temps d'urgence. Et donc, c'est cette première occasion qui a permis de planifier les activités, mais le lancement officiel a été fait le 28 avril, et c'était le grand lancement de ces activités-là. C'était pratiquement dans un hôtel de la place, je ne vais pas citer le nom pour ne pas tomber dans le cours de publicité. Et c'est un grand événement qui a été organisé, qui a pris toutes les parties prenantes. D'abord, le gouvernement a été représenté à travers le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il y a également le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, qui effectivement s'occupe aussi de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le ministère de l'enseignement, de la formation professionnelle. Tous ces ministères-là ont été représentés, mais au niveau c'est pratiquement le ministère de l'Éducation nationale qui a pris le leadership, parce que la ministre d'État a délégué le secrétaire général à l'enseignement primaire, à l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui a officiellement prononcé le mot du gouvernement pour lancer cette campagne à travers le pays. Et voilà donc. Et donc ça, c'était la première activité qui a concrétisé l'action déjà prise par les organisations de la société civile le 24. Et le 29, c'était une journée de solidarité nationale. Okay. Les enfants, dans les écoles à travers le pays, à Kinshasa, comme au Tanganyika, à Kalemi, à Matadi, dans le Kasaï central, les enfants ont célébré la journée, mais beaucoup plus, ont fait une journée de solidarité nationale en faveur de leurs collègues qui sont à l'est du pays, qui ont vécu et qui vivent encore les affres de la guerre, qui ne savent plus aller à l'école, ou même s'ils vont à l'école, ne savent plus résister parce qu'ils manquent de tout, des moyens de survivre, il manque
de matériel didactique, des kits scolaires, et ils ne savent pas, parce que vous savez, aller à l'école, c'est aussi être résistant, avoir de l'énergie nécessaire. Mais un enfant qui va même sous les tentes, dans les abris, temporaires pour l'apprentissage, ils y vont. Mais ils ne savent pas résister parce que déjà le matin, il n'a pas mangé. Mais 2 heures après, il ne sait pas résister, même s'il veut, même si sa volonté c'est d'aller à l'école. Donc la réponse doit être holistique pour permettre à ce que ces enfants puissent résister et puissent jouir de leur droit à l'éducation, du droit à l'apprentissage continu, parce que c'est leur droit. À Matadi, des enfants ont allumé des bougies pour célébrer ces enfants-là, ces héros, qui malgré la situation de crise, veulent continuer à apprendre, ne veulent pas arrêter les cours. Ça s'est fait de la même manière au Kasaï central à Kananga, et ça s'est fait de manière plus profonde encore à Kalemi, dans le Tanganyika, et même en Ituri. Les enfants se sont solidarisés, ont montré leur solidarité et ont même appelé à la solidarité en faveur de ces enfants-là, ces héros qui veulent continuer à apprendre malgré la guerre, malgré la crise, malgré les épidémies. Mais ces enfants ont également célébré les enseignants. Les enseignants qui sont en première ligne et ne veulent pas abandonner, veulent continuer à exercer leur métier, veulent continuer à apprendre aux enfants de 0 à 5 ans, de 6 à 18 ans, à 17 ans. Ils veulent continuer à apprendre ces enfants-là. Ce sont des héros. Et donc, les enfants dans d'autres territoires ont célébré une journée de solidarité pour célébrer ces enfants-là, pour célébrer ces enseignants-là, qui sont en première ligne et qui veulent continuer à donner vie, à sauver des vies à travers l'éducation. Très bien. Alors, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Et pour clôturer, c'est plutôt le 6 mai que la grande activité de clôture a été faite. Et là, la coalition, en alliance, en collaboration avec d'autres organisations de la société civile, des syndicats, ainsi de suite, ont signé officiellement, ont validé et signé officiellement un manifeste, qui est un manifeste pour l'éducation en situation d'urgence, pour rappeler que l'éducation doit continuer même en temps de crise, même en temps de guerre, même quand il y a une calamité naturelle, les enfants doivent continuer à apprendre. Les organisations de la société civile, avec la coalition nationale, ont dans ce contenu-là, que nous appelons le manifeste pour l'éducation en situation d'urgence, rappelé les principes fondamentaux à faire respecter, ont rappelé les revendications clés, c'est-à-dire ce qu'il faut rencontrer comme besoin pour donner la réponse en cas d'urgence. Mais ces organisations ont également rappelé, fait des appels, pas seulement au gouvernement, parce que l'éducation en situation d'urgence, c'est une affaire indivise qui doit être portée par le gouvernement, par les bailleurs de fonds, par les entreprises dans le cadre de leurs responsabilités sociétales, par la société civile elle-même, qui a aussi des devoirs par rapport à cela. Et donc, pour rappeler leur engagement, les organisations de la société civile ont signé de manière symbolique ce manifeste que nous allons rendre public, partagé, pour influencer les gouvernements, tant au niveau national que provincial, à prendre des mesures qu'il faut pour sauver l'éducation, continuer, pour que l'éducation continue, même en temps de crise, que cela ne s'arrête pas. Voilà ce que je peux dire du programme de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation pour cette année 2025 et qui rappelle que le Congo doit continuer à protéger l'éducation même en cas de crise. Voilà, l'éducation sauve deux vies. M. Jacques Tchimbalanga est revenu sur ce qu'a été la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, mais tout en mettant l'accent sur l'éducation en situation d'urgence dont nous allons parler tout de suite là. Quelle est la situation actuelle de l'éducation dans des zones touchées par des conflits armés, les catastrophes naturelles, le déplacement forcé en RDC? Eh bien, je vais peut-être cibler parce qu'en réalité,
Nous avons placé le contexte au début, mais prenons le cas du Nord et Sud Kivu. Aujourd'hui, environ 1,4 million d'enfants sont en dehors du circuit scolaire. Sont en dehors. Vous voyez ce que ça peut représenter? 1,4 million d'enfants qui sont en dehors de l'école, mais c'est un vivier pour les groupes armés, pour le recrutement forcé, parce que ces enfants qui sont isolés peuvent facilement être happés. Ces enfants qui sont isolés, qui ne vont pas à l'école, facilement peuvent être convaincus de rejoindre les groupes armés. C'est un appel. Mais en dehors de cela, notre système lui-même crée des conditions pour continuer à gonfler ce nombre. Rappelez-vous que ces espaces qui sont pourtant vulnérables, où les parents manquent presque de tout, où on n'arrive presque pas à acheminer convenablement les salaires des enseignants. Il y en a qui, jusqu'à ce jour, depuis le mois de janvier, peinent à accéder à leur salaire. On peut expliquer tout. Mais ces gens, ces enseignants qui sont en première ligne, quand ils n'entrent pas en possession de leur salaire, ils peuvent dire, non, voilà, il y a la motivation, la prime que les parents peuvent payer. Mais ces parents-là eux-mêmes, aujourd'hui, qu'ont-ils encore? Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont presque tout perdu. Ils ne peuvent plus aller au champ comme il faut. Ils ne peuvent plus faire leur activité comme il faut. Même si vous demandez 50 $ le trimestre, ils n'ont pas cet argent à payer. Il y a donc des dispositions à prendre pour répondre efficacement. Si nous n'arrivons pas à prendre des mesures qu'il faut, et des mesures courageuses, lorsque les gens sont démunis, vulnérables, il n'est pas normal de continuer à leur demander encore les frais de scolarité dans ces espaces-là. Il faut à un moment donné mettre une sourdine pour permettre aux enfants d'aller. C'est la situation. Mais la situation, c'est par exemple aussi là où il y a des inondations. Jusqu'aujourd'hui, je vous ai dit, les écoles, il y a au moins 35 écoles qui ont été ravagées par les inondations suite au débordement des eaux du lac Tanganyika. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore donné des espaces pour que ces écoles-là soient reconstruites. C'est une interpellation du gouvernement provincial du Tanganyika qui doit prendre ses responsabilités, parce qu'on ne va pas demander à la première ministre de descendre jusqu'ici, au ministre des Affaires foncières de descendre au Tanganyika. Il y a un ministre au niveau provincial. Il y a un gouverneur. Aujourd'hui, près de 2 ans déjà. Absolument. 2 ans après, non, même pas 2 ans. Une année après, une année et demie après. Justement, près de 2 ans. Près de 2 ans. Il n'est pas normal que le gouvernement provincial du Tanganyika continue à tourner les pouces. On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des espaces qui manquent au Tanganyika aujourd'hui. La même question, on peut la poser au niveau du Kasaï central. Depuis 2023, il y a des écoles qui ont été détruites suite au glissement de terrain, ce que nous appelons communément érosion. Il y a plus de 35 écoles qui ont été touchées. Jusqu'à ce jour, ces écoles, la réponse traîne. Ce n'est pas normal que les gouvernements provinciaux, qui ont pourtant également des ressources, attendent tout du gouvernement central. Nous n'épargnons pas le gouvernement central. Nous disons que c'est le rôle du gouvernement central. Mais la réponse doit d'abord commencer par là. Et là, c'est le rôle du gouvernement provincial, gouvernement central. C'est un rôle combiné, gouvernement provincial, gouvernement central, bailleur de fonds, parce que si ça dépasse les limites en termes de ressources du gouvernement central, du gouvernement provincial, le gouvernement national doit venir à la rescousse. Là aussi, ça traîne. Et encore, c'est une interpellation pour dire quoi? C'est l'absence justement de planification. Vous savez, dans un pays qui est organisé, je salue par exemple les efforts aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale, des Affaires sociales, de la formation professionnelle, même de l'enseignement supérieur et universitaire. Ils ont pris conscience pour mettre en place ce que nous convenons d'appeler une stratégie nationale pour
l'éducation et la formation en situation d'urgence. Mais ce n'est pas encore élaboré. Ils sont encore au niveau du diagnostic. Parce que c'est lorsque vous avez un document pareil, ça vous oriente pour dire que lorsqu'il y a un cas d'urgence qui arrive, qui impacte l'éducation, voici ce que nous allons faire. Nous allons commencer par ceci pour arriver à cela. Ce document-là manque, un document de politique. Il faut donc, et ça c'est une interpellation, aux différents ministères et au gouvernement central pour qu'on accélère, notamment l'élaboration de ce document qui est un document clé, un document de politique clé. Et cela peut permettre à ce qu'au niveau décentralisé et au niveau provincial, on puisse prépositionner des kits de contingence pour donner des réponses en attendant les grandes réponses qui peuvent arriver. C'est donc une interpellation aussi. Mais c'est aussi une interpellation quand vous regardez aujourd'hui les budgets prépositionnés au niveau de nos ministères de l'éducation. Les ministères eux-mêmes déjà, les ministères, que ce soit éducation nationale, formation professionnelle, affaires sociales, vous ne voyez pas une ligne budgétaire dédiée pour donner la réponse à l'éducation lorsqu'il y a l'urgence. Déjà, c'est la responsabilité aussi des ministères sectoriels de pouvoir positionner cela, mais aussi il faut interpeller le ministère du budget et le ministère des finances, parce qu'en réalité, lorsqu'il y a une situation d'urgence, le ministère du budget devrait comprendre, et le ministère des finances surtout qui a l'ordonnancement, devrait comprendre que ça ne doit pas traîner, parce que lorsque ces situations arrivent, ça n'avertit jamais. Il faut alléger notamment le processus de décaissement lorsque nous sommes dans ces cas pareils. Monsieur Jacques Timbera, dites-nous un peu, vous êtes un homme de terrain, ça c'est vrai. Comment se passe la prise en charge des enfants déplacés ou réfugiés dans le système éducatif en RDC ici? Mais les enfants déplacés et réfugiés, écoutez, aujourd'hui, l'éducation en situation d'urgence, l'éducation est en crise. Et lorsqu'il y a des calamités naturelles et en situation d'urgence, la crise s'accentue davantage. D'abord, l'aide humanitaire. Lorsqu'il arrive, en cas d'urgence, il y a moins de 2% qui est consacré à l'éducation. Moins de 2% qui est consacré à la réponse à l'éducation. C'est vrai que les données relevées par le cluster éducation aujourd'hui, qui a fait un plan d'intervention pour intervenir, pour collecter les fonds à ce sujet par rapport aux besoins de terrain. Sur les 100% de budget requis, ils n'ont pu réunir que 30%. Donc 70% manquent encore. Ça veut dire que les gens ne sont pas encore très touchés lorsqu'il faut répondre aux crises qui impactent l'éducation. Or, c'est un véritable problème. C'est un vrai défi. Si on n'arrive pas à répondre à ces cas-là, ça va se perpétuer des années plus tard. Et nous allons ressentir cette crise-là qui va nous frapper d'une certaine manière. Parce que nous l'avons dit, ces enfants qui ne sont pas pris en charge sont des viviers importants pour les groupes. Un centre de recrutement facile. Il faut donc que l'alerte sonne et que ceux qui font des lois, qui contrôlent l'autorité budgétaire, même le Parlement, devraient s'en saisir. Non seulement pour contrôler l'action gouvernementale en cette matière, mais pour prévoir également le budget, parce que nous l'avons dit, l'autorité budgétaire, c'est aussi le Parlement, l'Assemblée nationale. Quand le gouvernement amène le budget au niveau du Parlement, que font les parlementaires? On se plaint aujourd'hui parce que ces gens-là, ces enfants-là, mais c'est dans leur fief électoral. Ce sont les parents de ces enfants-là qui ont voté. Mais comment on peut s'étonner? Aujourd'hui, on peut se plaindre que vous êtes défenseurs, vous êtes des représentants du peuple, des élus du peuple, mais vous votez des budgets où vous voyez clairement qu'il n'y a pas de budget pour répondre aux urgences en ce qui concerne l'éducation en cas d'urgence. Et vous laissez passer. Et vous dites demain que nous sommes des représentants du peuple. C'est une interpellation que nous lançons. Bientôt là, les préparatifs pour le budget vont commencer. Vous êtes à la quantième interpellation? Eh bien, nous en ferons autant. Parce qu'en réalité,
ça ne nous attend pas. Ça ne nous attend pas. Voilà, ça fait très mal. Ah oui. Ça fait très mal. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même parler d'un engagement quelconque de l'État congolais par rapport à cette question? Moi, j'aimerais beaucoup plus m'attarder sur le gouvernement de la République. Okay. Le gouvernement de la République a un rôle à jouer, un rôle crucial. Ici, j'interpelle personnellement la chef du gouvernement. Parce que c'est elle qui est presque la coordonnatrice de l'action gouvernementale. Qu'est-ce que ça lui dit lorsque on lui dit que près d'1,4 million enfants manquent au rendez-vous de l'éducation? Qu'est-ce que ça dit au ministre du Budget lorsqu'on lui dit qu'il y a 7,7 millions d'enfants, jeunes et adolescents qui errent? Mais les réponses sont bloquées parce qu'ils ne libèrent pas les fonds nécessaires, alors que c'est sur leur table, c'est sur sa table qu'il y a ces demandes-là. Qu'est-ce que le ministre des Finances, qui a l'ordonnancement, pense de ces enfants, de ces filles qui sont exposées tous les jours au danger? Violence, grossesse précoce, du fait de la crise, de la guerre, ils sont déplacés. Mais une partie de leur réponse se trouve, attend sa signature, mais que c'est des mois et des mois que ça traîne sur sa table. C'est pas juste un problème d'homme, si je ne m'abuse pas. Qu'est-ce que ça leur fait? Et aussi au ministre de l'Éducation nationale, Affaires sociales, parce qu'ils ont ici l'humanitaire. Qu'est-ce que ça vous dit lorsque, dans votre propre ministère, les directions clés qui doivent préparer les budgets ne prévoient pas des lignes pour donner des réponses? Laissez-vous passer cela? Ce sont, vous savez, on peut tout dire. Quand on dit que le gouvernement est engagé, que la politique s'est engagée, la vraie politique se trouve à travers le budget. La vraie politique se trouve à travers ce que le budget met dans les lignes que le gouvernement place dans les budgets pour répondre. S'il n'y en a pas, il ne faut pas parler de la volonté politique. C'est une interpellation. C'est une interpellation, bien sûr. Et vous, de la société civile aujourd'hui, notamment les ONG, les syndicats d'enseignants, quel est votre rôle dans la promotion du droit à l'éducation en situation d'urgence? On pointe du doigt là. Notre rôle, c'est déjà ce que je fais tout à l'heure. Nous représentons près de 113 organisations à travers le pays, dont près de la moitié se trouve dans les espaces occupés aujourd'hui, au nord, au sud Kivu, et qui vivent encore des affres de la guerre en Ituri et qui sont impactés par les effets de la guerre au Tanganyika et ailleurs. Notre rôle, c'est de continuer à réveiller les consciences de ceux qui ont la décision, de ceux qui peuvent changer les choses. Mais qui peuvent changer? C'est la première ministre. Qui peuvent changer? C'est la ministre de l'Éducation nationale. Qui peuvent changer? C'est le président du Parlement et les députés qui peuvent changer les choses. Mais c'est aussi moi et vous aussi en tant que presse, lorsque vous continuez justement à relayer les voix de ces enfants-là, les cris de ces enfants, les cris de ceux qui sont aujourd'hui vulnérables
Ils sont rendus vulnérables du fait de la guerre. Ils sont rendus vulnérables du fait des inondations qui ont ravagé. Ils sont rendus vulnérables du fait des éboulements de terre, des glissements de terrain qui ont emporté les écoles et qui ont endommagé, presque mis les familles, et qui sont aujourd'hui dans les espaces temporaires d'apprentissage ou encore dans les écoles qui occupent aujourd'hui les écoles. Et qui aujourd'hui sont exposés au danger de recrutement forcé, de viol, de violence de tout genre, mais qui ont besoin de continuer à apprendre. C'est en fait cela que nous pouvons dire. Notre rôle aujourd'hui, c'est de rappeler, mais également d'intervenir, parce que nous intervenons aussi dans la mesure de nos possibilités. Mais nous appelons également les entreprises. Les entreprises. Lorsqu'il y a la paix, vous gagnez de l'argent, vous réalisez des bénéfices. Et ce sont ces forces de travail que représentent les parents des enfants qui sont aujourd'hui hors école. Vous les avez utilisés, mais dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, pensez à répondre aux besoins. C'est important. Le pays vous sera reconnaissant demain. Et ces entreprises-là vont en réalité œuvrer dans la paix et réaliser encore des bénéfices au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Tanganyika, à la Chopo, ainsi de suite. Espace qui est aujourd'hui en crise. Nous appelons donc à cet engagement-là, mais également, comme nous l'avons dit, l'éducation en situation d'urgence n'est pas l'affaire de l'État seulement. C'est aussi la société civile. Il y a aujourd'hui des femmes engagées qui sont en première ligne, des enseignants qui sont en première ligne, qui offrent des opportunités d'apprentissage, mais il manque de tout en termes de formation. Il manque de tout en termes de moyens. Ils sont en première ligne. Il faut donc donner de la voix à ces communautés-là, donner des moyens à ces communautés-là pour qu'ils commencent à répondre, mais tracer le tout à travers un document de politique que nous devons ensemble et demander au gouvernement d'accélérer parce que le processus a commencé. Quand quelque chose est bien, il faut encourager. Donc nous encourageons le gouvernement à accélérer le processus d'élaboration parce que c'est ça qui va coordonner la coordination, permettez la tautologie. Parce que quand il y a manque de coordination, chacun donne la réponse à sa manière. UNICEF va ici, UNESCO va là-bas, HCR va de ce côté-ci, ainsi de suite, Oxfam, tout ce que nous connaissons, Connect, ainsi de suite. Tout le monde va dans son sens, mais il faut qu'il y ait. Et pour cela, il faut qu'on érige un secrétariat technique pour l'éducation en situation d'urgence, soit au contrôle, placé au contrôle, soit sous le contrôle du ministère de l'Éducation, pour que toutes ces actions-là soient coordonnées par un secrétariat technique très bien coordonné et que la mobilisation des ressources puisse également servir ces enfants-là. Monsieur Jacques Chimbalanga, nous sommes à la fin de notre magazine. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a 10 écoles qui reçoivent jusque-là des élèves déplacés venus de l'Est pour continuer les études ici à Kinshasa, mais aussi il y a des élèves qui sont restés à l'Est du pays, il y a des parents d'élèves qui sont restés là-bas à l'Est du pays qui nous suivent. Un message juste à ces personnes-là. Je célèbre ces héros qui sont encore dans les territoires aujourd'hui occupés, ces enfants qui parcourent des distances, qui ne veulent pas abandonner leur droit à l'éducation. C'est des héros. Il y en a qui tombent, il y en a qui manquent de tout. Je salue le courage de ces héros enfants. Je salue également le courage de ces héros enseignants qui sont aujourd'hui en première ligne, qui manquent de tout. Et j'appelle le gouvernement à penser, je sais que ce n'est pas facile, à penser qu'aujourd'hui, il y a encore des enseignants qui, depuis le mois de janvier,
n'arrivent pas à recevoir leur salaire parce que la situation est compliquée. Mais en tant que gouvernement, il y a moyen de multiplier des stratégies pour soutenir ces héros-là qui continuent, malgré les difficultés, malgré que ça peut, en cours de route, lui arriver, il continue d'aller. Il faut le saluer. Et je lance donc un message d'encouragement. Un message également d'encouragement en faveur du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui ne cesse de multiplier des initiatives pour que la paix règne, que le pays retrouve la paix et que enfin on dise voilà, ces enfants ont retrouvé la paix et peuvent retrouver dignement le chemin de l'école. Merci beaucoup. C'est par cette note que nous mettons fin à ce numéro d'aujourd'hui. Merci à Jacques Timbalanga d'avoir accepté notre invitation. Merci également à l'équipe technique qui a assuré au niveau de la régie et derrière nos différentes caméras. Un grand merci également à la coordination de main de maître de Dieudonné Masunda. Au revoir et à la prochaine.